Je suis ravie aujourd'hui de recevoir Sylvie Touboul de Officiel. Alors j'ai une question à vous poser déjà aux auditeurs en premier, c'est avez-vous déjà ressenti ce moment de solitude qu'on peut avoir face à un formulaire en ligne incompréhensible ? Alors peut-être que vous avez un parent âgé qui galère avec les démarches administratives et vous ne savez plus comment l'aider, surtout à distance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de familles, l'accompagnement des seniors face à la dématérialisation et à la complexité des démarches administratives. Je m'appelle Anne Margalin. Bienvenue dans la saison 4 de Sweet Papy Podcast. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à garder ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Alors je vous remercie de passer quelques minutes avec moi pour écouter les conseils d'une experte aidante et rejoindre ainsi une grande communauté bienveillante en cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous. Bonne écoute! Parce que au-delà des paperasses et des sites internet, alors j'ai noté le mot parce que il est vraiment écrit en gros sur mon papier, labyrinthique. On a été chercher loin. Il y a une vraie problématique, effectivement, d'isolement et de renonciation aux droits, ce que tu mets dans ton site internet, Sylvie, et on va en parler aujourd'hui. Et effectivement, pour en parler, j'ai une invitée qui a fait de l'accompagnement administratif des familles, des entreprises aussi, et dans notre cas, des seniors, sa principale mission. Sylvie, bonjour, peux-tu te présenter ? Bonjour Anne, et puis merci beaucoup. Eh bien, Sylvie Touboul, je suis installée en Bretagne et j'ai créé mon activité en 2012 d'assistance administrative et principalement en fait à l'origine pour accompagner ma mère qui habitait encore sur le Rhône-Alpes. Et en fait, voilà, j'avais besoin d'être libre et de pouvoir la retrouver facilement. Et comme j'intervenais déjà en tant qu'aidante et dans ces démarches, ça m'a semblé plein de bon sens de créer mon activité comme ça. Alors, comment faciliter la vie de nos aînés et leur éviter de renoncer effectivement à ce qui leur est dû ? C'est ce qu'on va voir ensemble en te posant plusieurs questions. Parce que si j'ai bien compris ton accroche quand tu contactes les personnes, c'est de faciliter les démarches en faisant gagner non seulement du temps, mais aussi de l'argent, pas moins que ça. Donc la première chose que je voudrais te demander, c'est, pour moi, il y a un gros problème au niveau de l'accessibilité numérique qui s'est beaucoup accéléré ces dernières années avec les démarches en ligne. On sait que la dématérialisation complique la vie de nombreux seniors et peut même les priver de certains droits. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça ? La problématique, c'est d'avoir l'information déjà. La plupart des informations, si on n'a pas quelqu'un autour de soi qui est un peu curieux ou qui est confronté à une problématique, il vient pas nous en parler. Donc il faut être curieux et pour avoir accès à l'information, il faut aller sur Internet. Après, certains magazines locaux peuvent fournir des petits documents, mais voilà, faut déjà accepter de recevoir. Et à partir d'un certain âge, c'est plus compliqué d'aller vers l'extérieur et de vraiment savoir ce qui nous manque, quoi. Voilà, des retours que j'ai très régulièrement, c'est on m'avait pas dit, je ne savais pas. Donc voilà, c'est de pouvoir faire ce relais. Souvent, c'est par le biais d'une agence de service à la personne, enfin que la personne se trouve déjà un peu en perte d'autonomie, va faire des demandes et là va mentionner une problématique administrative de cet ordre-là qui ne lui permet pas d'aller sur Internet. Ok, donc effectivement, ce sont des blocages assez fréquents finalement sur plein d'outils qui ont beaucoup accéléré ces dernières années. Et par quel biais tu arrives à les aider en fait concrètement ? Alors, une fois qu'on a un premier contact, il y a effectivement un diagnostic, un audit au domicile de la personne. Donc moi, ça me permet vraiment de voir comment la personne gère son administratif, comment elle accède à l'information. Souvent, je constate que les enveloppes sont ouvertes, le courrier était sorti mais re-rangé. Donc l'oubli est très très rapide. C'est d'aller faire un peu d'archéologie administrative déjà pour vérifier où sont les papiers
et comment la personne s'organise et si effectivement elle est dans la possibilité d'avoir du lien avec l'administration. Et à partir de là, ça va pouvoir mettre en place un espace client en ligne ou de pouvoir prendre les contacts aux côtés de la personne, d'appeler des services, l'administration. Enfin, ouais, je fais avec la personne. Moi, je me souviens de mon Sweet Papy 2, lorsque il est parti en hospitalisation et qu'on est rentré dans la maison dans laquelle on n'allait pas forcément fréquemment puisqu'il était loin, d'avoir effectivement trouvé tout un tas important de courriers où il avait répondu à chaque fois qu'il avait reçu des publicités et il avait même renvoyé des chèques pensant gagner des boîtes de chocolat, et il y en avait mais partout. Et il avait entre autres 15 boîtes de chocolat ou 15 couverts de la même marque, etc. Et il avait surtout des factures de téléphone exorbitantes puisqu'on lui laissait un message et qu'à chaque fois, il rappelait en disant « mais je comprends pas, vous m'avez appelé, c'est pourquoi ?» avec le démarchage, etc. Donc à l'époque, c'est vrai que c'est une des premières choses qu'on a faites, c'était déjà d'enlever tout ça et puis de stopper tous ces abonnements-là qui ont coûté finalement très cher parce que c'était des factures entre 200 et 400 € par mois. Oui, tu as tout à fait raison, effectivement. Ça arrive que les personnes, dans l'ennui, l'isolement, donc les listes sont vendues commercialement, donc on sait très bien qui cibler, donc ils sont vraiment des cibles fragiles et qui tombent assez rapidement dans le piège des ventes par correspondance déjà, effectivement, et de pas savoir stopper un appel abusif. Voilà, donc ça c'est le gain d'argent, il est là. Effectivement, quand on est déjà en train de faire l'audit de tous ces correspondants qui sont abusifs, et puis de les stopper, et les contrats, les prestataires, les fournisseurs qui ont proposé des services des fois, pour le cas, j'ai ma mère à 95 ans, mais on lui a mis une ligne internet pour mettre en place un Skype. L'opérateur en a profité pour lui mettre un abonnement de foot. Mais non, quoi. Il y a de l'abus, vraiment. Ouais. Et à ce niveau-là, moi, j'interviens et effectivement, du coup, on fait faire des économies, mais il n'y a pas faute. Ouais, bien sûr, c'est un bilan. Mais ça veut dire que, du coup, quand tu t'introduis, on va dire entre guillemets, c'est peut-être pas le terme, mais quand tu vas dans les familles et que tu rentres à domicile, tu as considéré qu'il fallait quand même lister un certain nombre de choses pour que les intervenants qui sont sur place ou la famille, les soignants qui viennent puissent avoir un maximum d'informations. On va parler d'un petit livre qui s'appelle donc le carnet de bord senior pour faciliter votre quotidien. Et dans ce carnet de bord, tu as créé plusieurs onglets. Donc le pratique, la santé, le quotidien, l'argent, les volontés, parce que c'est important, et la mémoire. Est-ce qu'on peut un petit peu parler de chaque onglet ? Avec plaisir. Oui. Le pratique, déjà le carnet de bord, j'ai collecté au fur et à mesure des années d'activité, déjà en tant qu'aidante, de ce que j'avais mis en place pour faire le lien avec ma fratrie, qui nous a vraiment énormément servi pour être tout le temps en même niveau d'information, et puis d'intervenir, de savoir quoi faire exactement avec notre mère. Et donc, ces informations, je voulais les mettre en format papier, parce que justement, la problématique, c'est le numérique, de pouvoir déjà faire le lien avec la famille. Quand j'arrive, je suis une espèce de médiatrice entre la personne qui me sollicite et après ses enfants, ou ça peut être des membres très très proches en fait. Mais vraiment, c'est déjà de nommer les personnes de confiance, que tout le monde soit au courant de qui je suis, de ce que je viens faire. Et à partir de ce carnet, en fait, je viens mettre le doigt sur des situations, des problématiques qui n'osent pas être abordées, souvent en direct. Donc, le côté pratique, c'est déjà pour que la personne sache qui est le nom. Faut que la personne qui va venir en aide sache qui est le médecin, l'infirmier, s'il y a des passages pour des portages de repas ou du ménage, d'avoir les contacts vraiment directs. Parce que souvent, ce qui existe, c'est déjà quand il y a les auxiliaires qui viennent au domicile d'une personne, il y a un cahier de liaison, mais entre infirmiers, entre services médicaux. Moi, je fais cette liaison avec la famille et les personnes de confiance. Et du coup, effectivement, sur la pratique, c'est déjà que la personne ait les numéros de téléphone. Parce que souvent, elle ne sait pas où elle est les chercher déjà. La mise en lien des différents acteurs pour qu'ils puissent avoir des informations. Donc, l'onglet pratique, il est dès la première page quasiment pour avoir tous les éléments. Bon, santé, c'est un petit peu, je pense, un peu plus compliqué parce qu'il y a un côté confidentiel.
aussi pour pas que ça tourne autour de tout le monde. Mais c'est important de savoir quand une personne arrive, quelle est effectivement soit la maladie, soit la pathologie de la personne à domicile. Oui, là, vraiment au prime abord, en fait, quand je marque santé, c'est déjà qui est l'infirmière, qui est le médecin. Si on doit arriver d'urgence dans la famille, au domicile, parce qu'il y a une problématique. Moi, je me souviens dans un des podcasts que tu avais fait, 2 frères qui avaient mis en place un outil pour connaître immédiatement la problématique de santé. On peut sauver la vie d'une personne. Quand t'es pompier, du coup, arrivé dans cet épisode, ouais, tout à fait, avec les frères Atlan, ouais. Et ne serait-ce que la personne elle-même ou ses proches sachent qui est le médecin, qui est l'infirmier, il y a un passage. Et puis, effectivement, pour les médicaments, bon, j'ai fait une petite ligne assez courte, le pharmacien, mais savoir s'il y en a des médicaments, des traitements, peut-être mettre une ordonnance à côté, d'avoir quelque chose d'accessible. Souvent, on suggère aux personnes qui ont des traitements de garder l'ordonnance toujours sur elles. Et je pense vraiment qu'il y a moyen de centraliser les informations essentielles sans être trop, sans donner trop d'éléments, quoi, en fait, d'être succinct, mais c'était important déjà d'avoir quand même les contacts. Parce que si on doit approuver l'ordonnance, on sait que la pharmacie, la plupart du temps, elle l'a. Donc, ça peut être un raccourci. Faut-il encore savoir où est la pharmacie habituelle? Donc, ensuite, le quotidien, c'est effectivement qui passe, j'imagine aussi, comment ça se passe sur le quotidien? C'est ça, oui. De partage de repas, si effectivement il y a un auxiliaire qui passe donner un coup de bras pour le ménage, les lessives. J'ai quelques personnes que ça se passe comme ça, quoi. S'il y a une dame de compagnie, ouais, voilà, de pouvoir le noter, ouais. Et ensuite, on parle de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'argent? Alors, pour noter ce qu'il y a sur le principe de l'argent, c'est pareil, avec l'âge, les soucis cognitifs. Des fois, on ne sait plus quelle gestion, quel compte. Donc, d'avoir juste un regard rapide sur quelles sont mes banques, qui m'ont conseillé. Mais voilà, c'est pareil, pas donner d'informations confidentielles, juste des informations essentielles, et que les enfants, c'est vraiment toujours, dans l'idée que en cas d'urgence, et de soulever des points où on doit anticiper, parce que quand j'accompagne les personnes, je leur propose et je leur suggère d'anticiper, par exemple, en disant, mettez en place une procuration, de pouvoir éventuellement réagir facilement s'il y a une hospitalisation, qu'il y a des achats à faire à côté. Voilà, si la personne n'a pas la procuration pour la gestion de la maison, voilà, ça peut devenir très compliqué. Et du coup, de le faire avec. De toute façon, c'est un carnet qui se remplit avec la personne et que ça puisse être un lien, donc d'échange, que la personne se sente en confiance après d'en parler aussi avec ses proches, avec personne de confiance. Et qu'elle continue à évoluer aussi, que la personne se rende compte que elle est toujours maître à bord avec le carnet de bord. C'est ça. Bravo. Tout à fait. C'est vrai. Oui, complètement. De rester autonome. D'avoir un accès rapide à ces informations sans avoir besoin d'aller chercher dans des papiers à l'extérieur, quoi. Tout est là. Tout est là en surface, quoi. Voilà. D'accord. Alors, sur la partie argent, entre autres, moi, je viens d'être nommée curatrice renforcée avec mon frère pour Sweet Mamie suite au décès de Sweet Papy. J'ai reçu le jugement complet et j'ai des montants pour lesquels je suis autorisée ou pas à dépenser et tout ça. Je pense pas que dans le carnet de bord, tu rentres dans autant de détails avec la famille. Mais tu sais à peu près ce qui peut se passer. Tu as quand même des éléments quand, par exemple, il y a une curatrice ou un curateur. Alors, dans le détail des gestions financières, non, parce que je pense que c'est propre aussi à la personne. En revanche, voilà, je propose vraiment en suggérant aux personnes déjà avant qu'il y ait une glissade, on va dire, c'est de préparer le dossier d'habilitation, d'avoir la prise de conscience qu'il va y avoir des personnes à nommer vraiment, qui seront reconnues au niveau du juge, du tribunal. Après, c'est du cas par cas. Donc, une curatelle, ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Donc, voilà, si on peut effectivement prendre conscience de plusieurs points en amont. Voilà, anticipation. Ouais, tout lourd surtout. Ouais. C'est ce que je dis très souvent, et c'est pour ça que la liaison avec le
l'onglet suivant que tu as mis, ce sont les volontés. C'est important de les avoir le plus tôt possible, en fait, de savoir ce que les gens veulent faire dans tous les cas, en fait, de figure. De pouvoir, j'aime bien ce terme-là, démystifier, en fait, ces sujets qui finalement nous touchent absolument tous. Comment on prévient en cas de décès, est-ce qu'on a protégé notre famille, est-ce que on a déjà organisé ce qu'on allait donner, parce qu'on le sait, ça peut être un gros sujet de tension et de conflit. Et c'est très tabou. Oui, voilà, dès que ça touche à l'argent, en plus. Bien sûr. Donc, de savoir que on a jusqu'à un certain âge pour faire, il y a des paliers pour faire des dons, il y a jusqu'à un certain âge pour être exonéré. Il y a plein de sujets comme ça qui sont importants d'aborder, de dire, si je peux le faire, autant que j'anticipe, parce que je vais pas partir avec mon argent, c'est pas, voilà, et que ce soit une tierce personne qui pèse le doigt dessus et qui propose d'aborder ce sujet-là, ça peut être bien. Ça libère la parole, vraiment. Mais surtout que toi, tu te mets à jour quand même. Tu es au courant des nouvelles lois qui peuvent arriver. Les familles sont pas automatiquement à lire sans arrêt ce qui peut sortir, ce qui peut changer, j'en sais rien, par exemple au 1er mars ou au 15 juillet, les nouvelles lois qui arrivent. Les aides aussi il peut y avoir au niveau de la CAF, au niveau de tous les organismes qui peuvent venir modifier les impôts, pareil avec les plafonds chaque année. J'imagine que tu as une veille réglementaire qui est importante avec les familles. Oui, j'ai une veille. Alors mon carnet sera mis à jour au fur et à mesure, mais effectivement, déjà je nomme aussi des informations où on peut aller les chercher. Après, toujours cette volonté de faire la démarche d'aller sur Internet, de savoir que sur service.gouv on peut obtenir énormément d'informations, mais effectivement, c'est de pouvoir déjà informer la famille et qu'elle aille voir la personne habilitée à donner ces éléments-là par rapport à sa situation. Donc, c'est le notaire en général, et puis ou le banquier également, mais le notaire est plus habilité à donner ce type d'informations pour la succession. Et pour les volontés aussi, il y a le côté matériel. On a tous des objets de famille qu'on a hérités. On a des enfants, des neveux, des nièces. Moi je sais que c'est quelque chose. Notre maman avait prévu, nous avait fait un petit colis à chacun, bien avant d'ailleurs qu'elle déménage en résidence senior. Mais elle avait prévu de nous offrir ses souvenirs à elle, des objets qu'elle avait reçus de sa propre famille. Des choses très jolies, quoi. Et donc, c'était vraiment bien que ce soit elle qui ait fait cette démarche-là, vraiment. Et j'encourage tout le monde à se projeter puis d'en parler. Parce qu'effectivement, il y a ceux qui ne veulent rien du tout. Ce qui s'est passé dans la famille. On a tous les cas de figure, forcément, complètement différents. Et le dernier, donc, c'est mémoire. Qu'est-ce qu'il y a derrière mémoire? Alors, mémoire, c'est par rapport au fait que les personnes ne parlent pas forcément, n'expriment pas ce qui a été leur vie. Et je trouve fondamental que il y ait ce respect d'écouter la vie de la personne et de l'amener à se raconter et de pouvoir refaire aussi ce lien. Alors, je l'ai fait de manière vraiment la plus simple possible. C'est donc tout est dessiné. Voilà, il faut approcher cette mémoire de manière facile et surtout de se projeter peut-être encore aussi. Donc à la fin, ça c'était une suggestion de ma compagne. Tu m'as dit mais c'est bien de raconter ses mémoires, mais c'est bien d'avoir encore des envies et de se projeter. Peut-être un voyage. Je montre effectivement sur mémoire. Après c'est par dizaines ou par vingtaines qu'effectivement on peut remonter et écrire quelques-uns des passages de notre vie, raconter vos souvenirs, les lieux où vous avez vécu, vos amis, vos animaux, voilà. Les faits remarquables à partager, c'est de l'or pour vos proches. Voilà, c'est ça qu'il y a derrière mémoire, effectivement, et tu vas jusqu'à au-delà de il y a 3 petits points et en. Ouais, voilà. Voilà. Et puis, sans plus attendre, ce que j'aime bien, c'est sans plus attendre, notez ici vos souhaits à réaliser. C'est-à-dire, il y a encore des choses que j'ai besoin où j'ai envie de faire. Super. Ok. Beaucoup d'aidants sont éloignés aussi géographiquement de leurs parents et ont du mal à les accompagner au quotidien.
Comment est-ce que tu fais quand ils sont à distance, quand tout le monde est à distance? Comment toi tu travailles avec la famille? Alors, je leur propose effectivement sur les tableaux que j'ai pu mettre dans le carnet, j'ai des éléments qui sont sur le Drive, sur un Drive que je partage avec eux. Donc comme ça, ils sont au même niveau d'information. C'est important. Je fais régulièrement des retours, on s'appelle aussi. J'alerte si je vois de mon côté que quelque chose au niveau administratif s'est déroulé et je vois bien que la plupart des familles, du coup, à distance, sont limitées même au niveau des démarches administratives. Pour la plupart, il y en a, c'est même pas accessible. Ça leur fait peur ou ils n'ont pas envie de mettre leur nez là-dedans. Ça les dérange parce que c'est leurs parents. Mais en revanche, voilà, j'essaie d'adapter en fonction de la réception de la personne, en fait, aussi. Certains n'ont pas envie d'en savoir trop. Mais en revanche, voilà, pour moi, c'est fondamental, c'est partager, qu'ils puissent intervenir à n'importe quel moment, qu'ils aient la main sur les éléments, quoi. Et que ça appartienne vraiment à la famille, en fait. On va revenir juste sur le changement de vie des seniors, parce qu'aujourd'hui, ils déménagent, ils se reménagent, ils entrent en EHPAD, il y en a un qui rentre, mais pas l'autre. Il y a des pertes d'autonomie à différents niveaux. Ce sont des transitions qui sont souvent des périodes très sensibles pour les personnes âgées. Quelle posture tu as, toi, par rapport à ce stress qu'ils peuvent avoir, non pas en lien avec le reste de la famille, mais eux et toi pour les accompagner? Parce que c'est un côté un peu psychologique, quelque part, qu'il faut apporter. Oui, alors le fait d'être beaucoup à l'écoute et d'échanger avec eux, d'avoir apporté l'information. Quand ils ont une question, on va chercher ensemble, de pouvoir mettre en lien la famille par rapport à la problématique et d'avoir toujours effectivement une présence. J'ai l'exemple de Papillot, un monsieur qui a perdu son épouse et qui s'est retrouvé vraiment démuni chez lui, quoi, incapable de gérer la maison, de gérer tes repas, et ça a été vraiment, quand je l'ai rencontré, très vif d'esprit, très attachant, mais complètement perdu. Et donc là, pour moi, c'était vraiment important, effectivement, d'essayer de comprendre comment il se positionnait par rapport à sa situation. Donc, sa demande ne correspondait pas, je pense, aux besoins. Il me demandait si je pouvais lui trouver une autre femme. Mais non, ça va pas être possible. Mais en revanche, je lui ai apporté des informations et un nouvel éclairage, en fait, par rapport aux propositions d'aller en résidence senior, qu'il avait, par rapport à ses attentes et ses besoins, un environnement qui serait sécure et qui lui apporterait tout ce dont il avait besoin, quoi. Et en fait, je lui parlez-en en famille, et puis vous verrez, quoi. Et en fait, c'est son fils qui l'a convaincu. Et il est allé se rapprocher de son fils au Sable d'Olonne, où je suis en Bretagne, je l'ai accompagné. Et on a géré effectivement toute la logistique du déménagement. Et même la vente de la maison, il était en pleine succession. Donc voilà, tout ce lien avec le notaire, avec les agences immobilières, les prestataires autour de la vente immobilière. Voilà, j'ai vraiment accompagné jusqu'au bout, jusqu'à l'accompagnement, la découverte de la résidence. Je le fais pas avec tout le monde, c'est un cas, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, ça c'est évident. Il y a tellement de scénarios différents. De ce que j'entends depuis que je te connais depuis quelques années, quand même, maintenant, tu proposes vraiment un accompagnement humain et personnalisé à fond. Et puis, je te remercie pour cette anecdote avec ce monsieur, et je suis sûre que tu en as encore plein d'autres. Alors, pour terminer, si tu avais un message à faire passer aux aidants qui nous écoutent, qui se sentent dépassés par la paperasse et l'administratif, entre autres, puisque tu as expliqué aussi tout ce que tu faisais, quel est ton message? Qu'est-ce que tu leur dirais? Eh bien, c'est effectivement possible de se faire accompagner sur une mise en place. En fait, voilà, moi déjà, je peux intervenir pour faire cet audit et de faire un nettoyage, on va dire, administratif, et de mettre tout de suite les outils de classeur, voilà, où je mets les éléments essentiels pour la personne, et d'un autre côté, celles qui concernent le matériel. Et comme ça, dès que ça c'est en place, en général, ça prend 10 heures pour faire un nettoyage administratif et en mettre au propre, trier, classé, voilà.
Et après, les personnes sont libres et voient clairement les informations. Et puis après, c'est du cas par cas, quoi. Enfin, quand ils ont un besoin ponctuel, de solliciter, de s'appuyer sur des outils qui existent, sur des personnes qui font ça. Le métier se développe, d'assistance administrative ou des assistantes sociales indépendantes dans tous les secteurs. Et puis, et puis t'as vraiment un rôle de facilitatrice aussi qui est important à dire. Donc, je rappelle le carnet de bord pour faciliter votre quotidien. Je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. On pourra donc faire appel à toi pour accompagner un proche. Mais bon, il n'y a pas que la partie senior. Effectivement, je l'ai indiqué au tout début, il y a aussi la partie famille et la partie entreprise. Parce que des fois, on peut être entrepreneur, aidant et avoir une grande famille. En tout cas, Sylvie, mille merci. C'était vraiment très intéressant. Je pense qu'on a bien développé tout ce que tu as fait. Est-ce que tu aurais une question que je ne t'aurais pas posée? Comment se fournir le carnet? Pour l'instant, c'est par mon intermédiaire, en effet. Me contacter, sylvietouboul.officiel.com, officiel O2FICSYEL.com. Je mettrai en place aussi un format numérique pour les familles, justement, qu'elles puissent se fournir et suivre, quand elles sont plus autonomes et à l'aise avec le numérique. C'est accessible comme ça aussi. Alors moi, j'ai juste un dernier point, je pense, qui est important de souligner aux auditeurs, c'est que tu interviens en physique sur la région Bretagne, voilà. Autour de Lorient. Et puis après, il y a du distanciel pour les petites choses administratives dont ils peuvent avoir besoin. Tout à fait. Tu vas pas te déplacer à l'autre bout de la France, par exemple. Ça m'arrive d'aller sur le secteur de Rhône-Alpes, Grenoble, Aix-les-Bains, donc des fois je le mentionne, je préviens les personnes en disant je suis là. Après, effectivement, c'est plus du distanciel et dans ce cas-là, il faut que les personnes soient à l'aise aussi s'il y a besoin de récupérer un document, qu'elles puissent me l'envoyer en numérique. Voilà. C'est tout à fait faisable. Super. Je te remercie. J'espère que les auditeurs auront bien compris le message une fois de plus que le contact humain et le lien, c'est indispensable, même pour nos seniors et nos proches qu'on adore toujours autant, qui sont normalement sweet. Et parfois, ça leur fait du bien et ça les déstresse de savoir que on va prendre en charge toute la partie administrative. Alors qu'au début, ils ont un petit peu de mal à nous donner leurs documents, leur banque, de nous accorder leur confiance au niveau de la signature, au niveau des signatures, au niveau de leurs biens, etc. Mais que, en fait, une fois qu'ils sont doucement rentrés dedans, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent sereinement continuer à avoir leurs rêves, en fait. D'autres rêves même. Absolument. Oui, tu as raison. Le stress administratif, ça fait une perte cognitive. Tout à fait. Ce que j'ai remarqué. Donc, super. Merci de l'avoir relevé. Merci beaucoup, en tout cas, et à très très bientôt. Merci, Anne. Si cet épisode a résonné en toi, et si tu as envie de découvrir l'univers de Sweet Papy Podcast, pense à t'abonner et à le partager autour de toi. Plus vous serez nombreux à mettre 5 étoiles et des avis sur Apple Podcast et Spotify, plus ma mission d'orchestrer le quotidien avec bienveillance aura de sens auprès de ceux qui en ont vraiment besoin.